Le monde est-il de plus en plus démocratique? Paris, 1848. Pour la première fois de sa vie, Michel glisse dans l'urne un bulletin de vote. 160 ans plus tard, à Pyongyang, en Corée du Nord, Kim ne glisse rien du tout. Pourtant, la démocratie, qui était l'exception dans le monde d'hier, est devenue le régime politique le plus répandu dans le monde d'aujourd'hui. Il y a bien sûr eu quelques accros, mais entre 1800 et 2012, la proportion de pays démocratiques dans le monde a explosé, passant de 5% à 60%. Pour aller plus loin, l'ONG américaine Freedom House attribue chaque année une note de liberté politique aux nations, basée entre autres sur le respect de la diversité politique et du suffrage universel, ce qui lui permet de séparer les démocraties haut de gamme des régimes de mauvaise qualité. Ces notes montrent que la moyenne démocratique du monde augmente doucement. Entre 1972 et 2010, elle est ainsi passée de 8,5 sur 20 à 10,5 sur 20. Et à ce rythme, elle pourrait atteindre 12,5 en 2050. Le monde est donc de plus en plus démocratique. Mais pendant longtemps, personne n'a cherché à savoir pourquoi. Personne, sauf un gros monsieur américain, Seymour Lipset. Seymour était professeur de sciences politiques à Stanford, et toute sa vie, il a souri de la même façon, à 50 ans, à 60 ans et à 70 ans. Seymour a inventé la théorie de la modernisation. Plus un pays devient riche, plus il a de chances de devenir démocratique. Et l'histoire semble lui donner raison. Depuis 1950, aucune démocratie dont les habitants gagnaient en moyenne plus de 6 000 $ par an n'est jamais retombée dans la dictature. De la même façon, plus une dictature est riche, plus elle a de chances de devenir une démocratie. Et puisque le monde dans son ensemble poursuit son développement économique, en 2050, Kim aura peut-être rejoint Michel dans son bureau de vote. À moins que, comme beaucoup de citoyens occidentaux, ils aient décidé d'ici là de ne plus aller voter. L'athéisme va-t-il dominer le monde? Il est 6 h de l'après-midi. Jeanne et Charlotte discutent à la sortie de la fac. Un jeune homme visiblement porté sur la religion les aborde en souriant. « Bonjour, mesdemoiselles, vous avez une minute pour parler de Dieu ?» Mais non, Jeanne et Charlotte n'ont pas une minute pour parler de Dieu parce qu'elles pensent que Dieu, ce n'est pas cool. Comme 13% des habitants de la planète, Jeanne et Charlotte sont athées. Pourtant, si elles avaient vécu il y a 100 ans, rien ne leur aurait paru plus merveilleux qu'un jeune serviteur de Dieu. L'athéisme n'existait pratiquement pas en 1900, mais aujourd'hui, si c'était une religion, ce serait la 4e confession du monde derrière le christianisme, l'islam et l'hindouisme. L'un des facteurs de ce succès se cache sous le front interminable d'un homme austère et déterminé, Vladimir Ulyanov, dit Lénine. Comme Jeanne et Charlotte, Vladimir n'aime pas beaucoup Dieu. Selon lui, c'est l'un des instruments dont se sert la bourgeoisie pour opprimer le prolétariat. Pendant 50 ans, poussés par Vladimir et ses amis, la plupart des pays communistes du monde ont contraint leur peuple à l'athéisme. Entre 1900 et 1975, la proportion d'athées dans le monde a ainsi été multipliée par 100, passant de 0,2 à 20% de la population mondiale. Mais Dieu est aujourd'hui en train de prendre sa revanche. Depuis la fin des années 70, l'athéisme est en perte de vitesse. Partout où le communisme a reculé, la religion a gagné du terrain. En Russie, par exemple, entre 1990 et 1997, la proportion de croyants est passée de 35% à 60% de la population. Ce retour en grâce de la religion s'explique aussi par la démographie. Les habitants des pays les plus religieux font en moyenne beaucoup plus d'enfants que ceux des pays non religieux. Alors qu'ils étaient 20% en 1975, en 2050, on estime ainsi que moins de 8% des habitants de la planète seront athées. Dans ce futur lointain, Dieu sera de nouveau cool, et Jeanne et Charlotte, qui auront alors 60 ans, pourraient bien se sentir un peu seules. L'anglais restera-t-il la première langue du monde? Paris, 6e siècle après Jésus-Christ. Sur les bords de Seine, Eusèbe aperçoit une jolie fille, visiblement wisigoth. Wunderbar. Poussé par ses camarades, il lui adresse la parole en latin. Ave, bella mulier, redimo Coca-Colum. 1400 ans plus tard, au même endroit, Kevin fait la même chose. Wunderbar. Hello, madame, can I offer you a Coca-Cola? Kevin drague en anglais, Eusèbe drague en latin. Car entre l'époque d'Eusèbe et celle de Kevin, l'anglais a remplacé le latin comme langue véhiculaire, celle qui permet à des étrangers de se comprendre. Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes sur la Terre parlent l'anglais en plus de leur langue maternelle, ce qui en fait de très loin la première seconde langue du monde, devant le chinois, le malais et l'arabe. Autre exemple, en un siècle, la proportion de publications scientifiques en anglais est passée de 30 à 92%. Mais l'anglais pourrait bien être détrôné. C'est du moins la thèse de l'homme le plus roux du monde, Nicolas Ostler.
Nicolas est linguiste et il a écrit un livre sur l'avenir des langues. Selon lui, l'influence de l'anglais est liée à la puissance politique des États-Unis. À mesure que les pays émergents accèdent au statut de puissance mondiale, l'anglais risque donc de perdre sa prééminence. Et la Chine montre déjà de petits signes de cette tendance. En 2002, 2/3 des Chinois pensaient que l'anglais était indispensable pour réussir dans la vie. 6 ans plus tard, il n'était plus qu'1 tiers. Et si l'anglais disparaît, par quoi sera-t-il remplacé? Eh bien, par rien du tout. Les progrès de l'informatique, explique Nicolas, rendront possible la traduction des conversations en temps réel. Mais même à cette époque lointaine, non voudra toujours dire non. L'espérance de vie va-t-elle cesser d'augmenter? Un soir d'hiver en 1750. Entourée de ses enfants, les yeux creusés et la peau grise, Élisabeth agonise sur son lit. Mais elle ne se plaint pas, car elle a vécu aussi longtemps qu'une femme de son époque pouvait l'espérer, c'est-à-dire 38 ans. Entre l'aube de l'humanité et le 19e siècle, l'espérance de vie humaine est restée bloquée entre environ 30 et 45 ans. Mais elle a depuis explosé. Depuis 1790, l'espérance de vie maximum observée dans le monde est passée de 40 à 86 ans. Cette augmentation s'est faite en grande partie grâce à plusieurs révolutions médicales. Le vaccin, au début du 19e siècle, la lutte contre les microbes, depuis le début du 20e, et plus récemment, la chirurgie cardiovasculaire. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs estiment que la longévité humaine va cesser d'augmenter, car elle atteint petit à petit ses limites biologiques. Mais certains scientifiques considèrent qu'une nouvelle révolution pourrait briser ces limites. C'est la thérapie génique qui consiste à modifier les molécules d'ADN pour changer leur comportement. Selon le physicien Michio Kaku, qui a écrit un best-seller sur la science du futur, les progrès de la médecine vont permettre petit à petit de déceler l'ensemble des gènes responsables du vieillissement. Il sera alors possible de les court-circuiter pour qu'ils cessent de nous faire vieillir. Michio estime ainsi qu'au siècle prochain, on croisera régulièrement des hommes de 150 ans. Nous vivrons donc plus vieux, mais aussi en meilleure santé. Selon l'OMS, d'ici 2030, le temps de vie passé en bonne santé aura augmenté de 15% en moyenne, passant ainsi de 56 à 64 ans. De quoi donner à l'arrière-petite-fille d'Élisabeth quelques années de plus pour dire au revoir. Demain sera-t-on tous obèses? Dallas, Texas, décembre 2012. Samantha a le trac. Pour la première fois depuis 30 ans, elle s'apprête à revoir Oliver, son amour de lycée. En l'attendant, elle ferme les yeux pour mieux se souvenir des muscles fins qui la rendaient si fière. Mais lorsqu'elle les ouvre à nouveau... Bonjour Samantha! Entre 1980 et 2008, la proportion d'obèses dans le monde a doublé, passant de 6 à 12% de la population mondiale. Poussée entre autres par une baisse du prix des produits gras et sucrés et un mode de vie plus sédentaire, 500 millions de personnes sur la Terre sont à présent obèses. Et ce nombre va continuer à augmenter. Car la proportion d'obèses, qui a tendance à se stabiliser dans certains pays industrialisés, augmente à présent de 2 à 5 fois plus vite dans les pays émergents. Et toute cette graisse coûte cher, car les grosses personnes tombent plus souvent malades que les autres. Aux États-Unis, l'obésité coûte 148 milliards de dollars chaque année en dépenses de santé. Autre exemple, entre 1990 et 2000, les kilos supplémentaires des Américains ont augmenté la facture de kérosène des compagnies aériennes de 250 millions de dollars. Pour régler le problème de l'obésité, l'une des solutions consiste à taxer le sucre ou le gras de la même façon que l'on taxe les cigarettes. Le Danemark a ainsi été le premier pays à imposer une taxe générale sur la graisse. Et la France a suivi cette année avec une taxe sur les boissons sucrées. Personne ne sait encore si ces méthodes seront efficaces, mais si rien ne change, le monde comptera plus d'1 milliard d'obèses en 2030. D'ici là, Oliver aura trouvé d'autres façons de se faire aimer. L'argent fait-il le bonheur? Des dizaines d'enquêteurs côte à côte qui parlent calmement dans leur casque à micro. Les conversations s'enchevêtrent, mais une question se détache. Bonjour, diriez-vous dans l'ensemble que vous êtes très heureux? Plutôt heureux? Pas très heureux ou pas heureux du tout? Posée des millions de fois à travers le monde depuis plus de 60 ans, cette question a permis à des générations d'universitaires d'étudier l'évolution du bonheur ressenti par les gens. L'économiste Richard Easterlin est le plus célèbre d'entre eux, parce qu'il est le premier à avoir étudié le rapport entre bonheur et argent. À l'échelle mondiale, dit-il, il semble bien que l'argent fasse le bonheur. Les Luxembourgeois, par exemple, sont plus riches et se disent plus heureux que les Jordaniens, qui sont plus riches et se disent plus heureux que les Burkinabés. Mais paradoxalement, dit Richard, à l'intérieur d'un même pays,
il arrive que la croissance économique ne s'accompagne pas d'une augmentation du bonheur de la population. Aux États-Unis, entre 1946 et 2000, le PIB par habitant a été multiplié par plus de 2. Mais le bonheur des Américains, lui, n'a pas augmenté. Pour expliquer cette stagnation, les chercheurs avancent 2 arguments. D'une part, il y a ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Les gens s'habituent à la hausse de leur niveau de vie, si bien que le bonheur supplémentaire qu'ils en retirent disparaît progressivement. Et d'autre part, les individus ont tendance à être jaloux. Il arrive ainsi que l'argent n'influe sur le bonheur qu'à condition d'en avoir plus que son voisin. Si tous les revenus augmentent à la fois, il se peut que le bonheur moyen n'augmente pas. Mais il y a évidemment d'autres sources de bonheur. Le sexe, par exemple. Les économistes, qui aiment bien les comparaisons originales, ont ainsi calculé que faire l'amour 1 fois par semaine plutôt qu'1 fois par mois apportait autant de bonheur que de voir son salaire augmenter de 40 000 €. Plutôt heureux, pas très heureux ou pas heureux du tout? Le monde est-il de plus en plus inégalitaire? Corrado Gini est un homme remarquable. Non seulement il porte par hasard le nom d'une boisson érotique des années 80, mais il a développé au début du siècle dernier un outil de mesure de l'inégalité économique qui porte aussi son nom. C'est l'indice Gini. Cet indice, utilisé par la plupart des chercheurs, est compris entre 0 et 1. Lorsqu'il est de 0, tout le monde possède exactement la même quantité de richesse, un peu comme dans les rêves communistes. Lorsqu'il est de 1, toutes les richesses sont concentrées entre les mains d'une seule personne, un peu comme au Zimbabwe. Si l'on regarde l'évolution de l'indice Gini par pays, on se rend compte que la plupart des nations du monde ont vu leurs inégalités augmenter dans les 30 dernières années. Mais il y a quelques exceptions. En France, par exemple, où le système de redistribution est performant, l'écart entre riches et pauvres est resté à peu près le même depuis les années 80. Au Brésil, le boom économique a profité en premier lieu aux pauvres, et les inégalités de revenus se sont donc réduites. Mais qu'en est-il des inégalités entre les êtres humains, tous pays confondus? C'est un économiste serbe de la Banque mondiale qui peut répondre à cette question, Branko Milanović. Malgré sa dentition incertaine, Branko a calculé récemment l'évolution de l'indice Gini du monde entier, en faisant comme si la Terre était un grand pays. Résultat, à l'échelle de la planète, l'écart entre les personnes les plus riches et les personnes les plus pauvres est très élevé, mais il est resté à peu près le même depuis 1988. Le monde dans son ensemble n'est ni plus ni moins inégal qu'il y a 25 ans. La courbe de Branko s'arrête pour l'instant en 2005, mais des estimations préliminaires montrent que cette tendance à la stagnation se poursuit aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les hommes n'ont pas encore trouvé le juste milieu entre les 2 extrêmes du bel indice de Corrado Gini. Les dictateurs finissent-ils toujours mal? Un bar lounge au centre de Paris le 20 octobre 2011. Julie et Rajendra boivent de la suze entre les grands miroirs et les écrans plasma. Quand tout à coup... Les images sont choquantes. Le corps sans vie de Muammar Kadhafi, ballotté par la foule qui vient de l'abattre. Une véritable exécution publique pour un des dictateurs les plus violents du siècle. Attends, mais c'est trop horrible d'être dictateur, j'aimerais trop pas mourir comme ça, quoi. À cet instant, un homme assis au bar se retourne. C'est Emmanuel Grand, le conseiller scientifique du chiffroscope. Emmanuel aime vraiment beaucoup les chiffres. Et il a compilé des statistiques sur plus de 150 dictateurs du XXe siècle. Presque 80% d'entre eux, dit-il, sont morts paisiblement dans leur lit. Et ils ont vécu en moyenne jusqu'à 70 ans et demi. La palme de la longévité revient aux dictateurs sud-américains qui sont morts en moyenne à presque 75 ans. Cela peut paraître raisonnable, mais ce sont en réalité des âges très élevés. Car la plupart de ces hommes sont nés au début du XXe siècle, à une époque où l'espérance de vie dépassait rarement les 45 ans. Attends, mais c'est dégueulasse en fait. Oui, dit Manu, et si l'on prend la liste des 10 dictateurs les plus sanguinaires du siècle dernier, les résultats sont plus dégueulasses encore. Voici ce top 10. Parmi eux, seuls Hitler et Saddam Hussein sont morts violemment. Tous les autres se sont éteints calmement à des âges parfois très avancés. Mao Zedong, par exemple, le dictateur le plus sanguinaire du XXe siècle, responsable d'au moins 45 millions de morts, s'est éteint paisiblement à 82 ans sans avoir quitté le pouvoir. Quoi qu'il en soit, Julie n'est pas vraiment concernée par tout cela. Parmi les centaines de dictateurs qui ont régné depuis 200 ans, aucun n'est une femme. Demain, les hommes et les femmes seront-ils égaux? C'est à Paris en 1970. Dans le lit conjugal, Jeanne pense à la journée qu'elle vient d'endurer.
les jeux de mots porno de ses collègues, sa triste fiche de paye et la tarte brûlée qui a déçu son homme. Espèce de... Depuis l'époque de Jeanne, la condition des femmes dans le monde s'est un petit peu améliorée. Par exemple, entre 1970 et 2011, dans les pays de l'OCDE, la proportion des femmes en âge de travailler ayant un emploi est passée de 46 à 57%. Aux États-Unis, les familles traditionnelles dans lesquelles le mari travaille et la femme s'occupe de la maison et des enfants ne représentent plus que 21% des familles aujourd'hui, contre 45% en 1970. Plus récemment, depuis 2003, la proportion de sièges parlementaires occupés par des femmes dans le monde est passée de 15 à 21%. On le voit bien, le monde est encore très loin de la parité homme-femme. Mais il y a des inégalités bien plus graves que cela. 127 pays dans le monde, dont 12 membres de l'Union européenne, ne considèrent toujours pas le viol conjugal comme un crime. Au moins 3 millions de fillettes risquent l'excision chaque année, et 50 nations du monde ont un âge légal de mariage des femmes inférieur à celui des hommes. Pour synthétiser toutes ces données, l'ONU publie depuis 1995 une note d'égalité des genres pour chaque pays du monde. On peut ainsi calculer la note moyenne de la planète en matière d'égalité homme-femme. Entre 1995 et 2011, elle est passée de 11,3 à 11,9 sur 20. Au niveau de la planète, les hommes et les femmes sont donc à peine plus égaux qu'il y a 20 ans. Et à ce rythme, le monde n'atteindra l'égalité parfaite des genres qu'en 2201. Il sera peut-être alors temps pour les femmes de prendre leur revanche. Demain, les homosexuels cesseront-ils d'être discriminés? Quelque part en Europe, à la fin du Moyen-Âge, deux garçons dos à dos qui se tiennent la main, Charles et Michel ont été condamnés pour sodomie et ils passent ensemble leurs derniers instants. 500 ans plus tard, l'homosexualité est encore punie de la peine de mort dans 7 pays du monde. Et 40% des nations la pénalisent encore d'une façon ou d'une autre par la prison, les coups de fouet ou les travaux forcés. Les homosexuels sont aussi largement discriminés au sein de la société. En 2006, une étude a montré que 27% des Américains ne voudraient pas avoir un homosexuel pour voisin. Toujours aux États-Unis, entre 1995 et 2011, le nombre de crimes haineux contre des homosexuels a augmenté, passant de 1206 à 1530. Pourtant, à l'échelle de la planète, si l'on regarde les 200 dernières années, la situation des gays s'est un petit peu améliorée. Au XVIIIe siècle, aucun pays du monde n'autorisait l'homosexualité. Aujourd'hui, 113 nations sur 193 l'ont dépénalisée. C'est la Révolution française qui a été pionnière dans ce domaine. Le mouvement s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale, avant d'exploser à partir des années 60. Par ailleurs, plus de 500 millions de personnes vivent à présent dans un pays qui autorise le mariage gay, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Plus prometteur encore, certains pays traditionnellement très homophobes deviennent de plus en plus tolérants. En Chine, entre 1993 et 2006, la proportion de la population considérant l'homosexualité comme injustifiable est passée de 92 à 74%. En Inde, sur la même période, elle est passée de 93 à 63%. On peut donc espérer qu'un jour l'homosexualité ne soit plus considérée comme une déviance. En attendant, loin des haines de ce monde, Charles et Michel vivent ailleurs leur amour éternel. Le monde est-il de plus en plus corrompu? C'est une réunion d'affaires quelque part dans le monde en 1960. Il y a des ministres et des industriels, des alcools forts et de très jolies filles. On échange de l'argent liquide sur des tables en bois rares, et puis on signe des contrats. C'était l'âge d'or de la grande corruption dans le monde, l'époque où toutes les entreprises de la planète avaient le droit de payer des pots de vin aux fonctionnaires d'un pays étranger pour obtenir un contrat. Dans plusieurs pays, ces versements douteux étaient même considérés comme des frais professionnels et pouvaient donc être déduits des impôts. Mais l'âge d'or est aujourd'hui révolu. En 1997, les membres de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, ont signé un accord visant à assainir l'économie mondiale en interdisant à leurs propres entreprises de corrompre les fonctionnaires étrangers. Depuis, les investissements des pays riches vers les pays corrompus ont diminué. Mais ils ont été en partie remplacés par les investissements des principaux pays émergents, le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde, qui, eux, continuent à corrompre des fonctionnaires. Pour que la grande corruption s'éteigne, il faut donc à présent que ces nouveaux pays riches appliquent les lois anticorruption de l'OCDE. La Russie a signé, le Brésil aussi, mais avec de nombreuses réserves. Cela ne mettra pourtant pas fin à toute la corruption. La petite corruption, celle qui ronge au jour le jour le quotidien de milliards de personnes dans le monde, a de beaux jours devant elle. En 2010, presque un quart des habitants de la planète déclaraient avoir payé un pot de vin lors des 12 derniers mois.
23% d'entre eux ont dû verser de l'argent à des tribunaux, 29% à des policiers et 23% à des douaniers. Pour certains, l'âge d'or des années 60 se poursuivra encore longtemps. Demain, la prostitution sera-t-elle interdite partout? Paris, 1930. Ce sont des lycéens maladroits, des caporaux en permission, des obèses en par-dessus. Mais ils ont tous un point commun, ils payent pour faire l'amour avec des filles. Cet âge d'or des maisons closes a pris fin après la dernière guerre, lorsque les Nations Unies ont signé une convention stipulant que la prostitution était incompatible avec la dignité humaine. Dans le sillage de cette convention, de nombreux pays ont adopté des lois qui pénalisent la prostitution et le proxénétisme à des degrés divers. Hey, sweetie. Malgré cela, le monde compterait aujourd'hui 42 millions de personnes prostituées, et 90% d'entre elles dépendraient d'un proxénète. Pour tenter de limiter la souffrance de ces prostituées, plusieurs nations ont adopté ces dernières décennies des mesures que l'on peut classer en deux courants principaux. D'une part, les pays qui considèrent qu'il est impossible d'éradiquer la prostitution et qu'il faut donc la légaliser et l'encadrer de façon à mieux protéger les travailleurs du sexe. Ces dernières années, la Hollande, l'Allemagne ou encore la Nouvelle-Zélande ont donné aux prostituées les avantages d'un droit du travail et dépénalisé certaines formes de proxénétisme. Le bilan de ces changements est difficile à établir, mais en Hollande, il semblerait que la loi ait profité en premier lieu à la mafia, qui s'en servirait à présent pour couvrir le trafic de femmes. Il y a d'autre part un courant qui pense encore qu'il est possible d'éradiquer complètement la prostitution en s'attaquant aux clients. Partant de cette idée, la Suède, la Norvège et l'Islande ont mis en vigueur des lois criminalisant le fait de payer une personne en échange d'un service sexuel. Ici aussi, le bilan est mitigé. En Suède, le nombre de prostituées dans les rues a certes baissé, mais devant l'érosion de leur clientèle, certaines ont dû accepter des pratiques à risque qu'elles refusaient avant l'introduction de la loi. Pourtant, c'est plutôt cette dernière tendance qui a le vent en poupe. La France pourrait d'ailleurs voter dès cette année une loi pénalisant les clients. 80 ans plus tard, les amateurs de sexe tarifé auront peut-être bientôt un nouveau point commun. Les révolutions mènent-elles à la démocratie? Il est 13h40 sur Canal+, le 1er mars 2014. Julie regarde la télévision avec sa mère. Après le planétarium de l'effet papillon, au Venezuela, les Miss sont des stars de grande envergure. Putain, comment il m'énerve avec son petit son là, lui. Daphné Roulier lance un sujet troublant sur la révolution en Ukraine. Le pays compte aujourd'hui ses morts et ses disparus. On parle d'une centaine de victimes. Ouais, mais franchement, les révolutions, ça sert grave à rien, en fait, quoi. À cet instant, deux jeunes hommes sonnent à la porte. Michael Albertus, de l'université de Chicago, et son ami Victor Menaldo, professeur bodybuildé à l'université de Washington. Check, bro. Ensemble, Victor et Michael ont réalisé une étude systématique des révolutions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur les 46 révolutions qui ont eu lieu dans le monde depuis 1945, explique-t-il, 27, c'est-à-dire plus de la moitié, ont débouché sur des régimes autoritaires. Soit parce que ces révolutions ont remplacé une forme de dictature par une autre, comme en Iran 1979, soit parce qu'elles n'ont pas réussi à déboulonner un régime en place, comme en Hongrie en 1956. Bah c'est bien ce que je disais, ça sert à rien. Michael et Victor disent que ce n'est pas aussi simple. Car statistiquement, les révolutions ont un gros avantage sur les autres types de transitions. Lorsqu'elles parviennent à mettre en place des démocraties, celles-ci sont particulièrement solides. Ainsi, depuis 1945, aucune des 19 démocraties nées d'une révolution n'est retombée dans la dictature. S'ils réussissent leur révolution, les Ukrainiens auront probablement devant eux de belles années de démocratie. Ouais, ok. Bon, il y a le chiffroscope là. Les révolutions mènent-elles à la démocratie? Il est 13h40 sur Canal+, le 1er mars. Attends, mais c'est trop chelou parce que... Julie Ah regarde ouais. la télévision avec sa mère.